Bonjour et bienvenue. Merci à vous d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire organisé par BGE Picardie qui aura pour thématique les coopératives. Juste en introduction, parce que c'est toujours important, parce que nous sommes financés par la région Hauts-de-France, je dois vous présenter Starter ESS. Starter ESS, c'est un dispositif qui permet d'accompagner les porteurs de projets à la création de projets en économie sociale et solidaire. On le fait sous différentes formes, notamment ce qu'on fait aujourd'hui dans le cadre d'accompagnement collectif, où nous invitons un expert qui est susceptible de pouvoir vous donner des informations sur sa thématique, là en l'occurrence les coopératives. Mais notre cœur de métier, ça reste avant tout l'accompagnement individuel, où on aide par le biais de rendez-vous les gens sur les dimensions, je sais pas, budgétaires, commerciales, marketing, de manière à ce qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leur projet et éventuellement aller sur une pérennité économique qui soit fiable. Des événements ESS avec le mois de l'ESS et puis du travail en réseau. On estime, nous, de notre côté, que l'économie sociale et solidaire, c'est avant tout un collectif qui est réparti au sein de différentes structures. Et donc, nous sommes spécialisés dans l'accompagnement, mais parfois, en fonction des thématiques, il y a des personnes qui sont bien plus indiquées pour pouvoir vous accompagner. Donc, voilà, d'où l'intérêt du travail en réseau. Quelques petits rappels sur Teams. Je sais que beaucoup de personnes sont habituées à Zoom, on en parlait juste avant avec Jérôme justement. Quelques petits rappels sur Teams. Alors, en haut, si vous secouez votre souris, vous avez un certain nombre d'icônes, si vous êtes sur un ordinateur. Vous avez l'icône du micro qui vous permet d'allumer et d'éteindre votre micro. Donc quand on en sera à la phase de questions, eh ben, ce sera avec plaisir que vous pourrez intervenir si vous le souhaitez. Voilà, pendant la présentation de Jérôme, le plus simple, c'est d'utiliser la petite bulle de chat pour écrire un message et nous, dans ce cas-là, on relaie vers Jérôme. Euh, et on vous donnera éventuellement la parole en fonction de comment ça se déroule. Si vous sentez qu'il y a des petits problèmes de fluidité vis-à-vis de votre caméra, n'hésitez pas à l'éteindre. C'est pas forcément gênant. Par contre, la seule chose qu'on vous demandera, c'est au moment où potentiellement vous avez envie d'intervenir à l'oral, allumez votre caméra. Ce sera toujours plus intéressant. Ça donnera un petit peu de vie. Et donc, dernière icône qui peut être intéressant pour vous, c'est l'icône avec un petit emoji et une main levée. Si vous appuyez dessus, alors vous avez possibilité de réagir en direct avec des petits cœurs notamment, mais vous avez aussi la possibilité de lever la main. Et donc, quand vous levez la main, moi, dans la liste des participants, ça va m'afficher un petit icône qui me permettra de voir que vous avez envie d'intervenir. Donc, dans ce cas-là, je vous donnerai la parole. Aujourd'hui, dans le cadre de BGE Picardie, il n'y a que moi, Boédard Célestin. Donc moi, je suis chargé de mission en accompagnement à l'économie sociale et solidaire dans le département de la Somme. Mais nous avons également, enfin j'ai également deux collègues, Hélène Rouzet qui est elle chargée de l'accompagnement dans l'Oise et Marie-Laure Carlu qui est elle chargée de l'accompagnement dans le département de l'Aisne, qui sont toutes les deux absentes aujourd'hui. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre? Bon, aujourd'hui, notre thématique, ce sont les coopératives. Et donc, plus particulièrement, nous avons notre expert Jérôme Jansoni qui va se présenter après le petit tour de table. Aujourd'hui, comme on fait régulièrement, on souhaite faire un petit focus, notamment sur les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, et les SCOP, les sociétés coopératives et participatives, qui sont pas mal indiquées pour un certain nombre de projets d'économie sociale et solidaire. Donc nous avons l'honneur d'avoir l'Union régionale des SCOP qui est présent aujourd'hui avec nous pour nous en dire un petit peu plus. Donc, avant de débuter la présentation, c'est toujours intéressant de savoir qui est qui, pourquoi vous êtes là. Donc, ce que je vais vous demander, au travers d'un petit tour de table, c'est de faire une petite présentation rapide. Donc, votre prénom, éventuellement votre nom, si vous le souhaitez, parler de votre projet ou de vos structures, et donc ensuite nous indiquer quelles sont vos attentes vis-à-vis du webinaire. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Et je vais désigner, comme tout dictateur, les personnes qui doivent parler. Donc moi, je vais prendre dans la liste, l'ordre alphabétique. Donc la première personne qui est après moi, c'est Amélie. Je vous invite à vous présenter si vous avez un micro. Amélie, êtes-vous là? Êtes-vous présente? Pour allumer votre micro, il faut allumer sur le petit icône micro.
c'est la problématique de Teams, c'est que je peux pas demander non plus aux gens d'activer leur micro. Bon, c'est pas grave. Amélie, a priori, ne veut pas parler. Donc ensuite, nous avons Andrea, qui vient d'arriver. Donc ce que je demandais, Andrea, c'est que chacun puisse faire une petite présentation qui vous aide, votre structure, votre territoire, et quelles sont vos attentes par rapport à ce webinaire sur les coopératives. Excusez-moi pour le retard déjà, bonjour. Bonjour. Donc vous m'entendez, ok, c'est nickel. Parfait. Je n'arrive pas à activer ma caméra, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Alors moi, je suis là parce que j'envisage de créer un tiers-lieu. Je ne sais pas du tout si ça peut convenir à ce modèle, mais je me dis qu'il y a forcément des choses à apprendre. Donc me voilà. Je suis dans l'Oise, du côté de Chantilly. Merci beaucoup. C'est toujours difficile de commencer en premier, Andrea. Ouais. Pour les autres, ça va être beaucoup plus facile. Et surtout que j'étais pas préparée. Enfin, je viens de rentrer et c'est compliqué. Mais tout va bien. C'est un peu de ma faute, je vous avoue. C'est parce que j'ai vu votre micro s'allumer, donc je me suis dit, bon, je vais vous donner la parole. Mais c'était très bien, vous en faites pas. Merci à vous. Ensuite, nous avons Anne dans la liste. Oui, bonjour. Moi, c'est Anne Semi. J'ai un projet actuellement de création d'une entreprise pour être professeur indépendant, sachant que j'ai été professeur avant, en collège et lycée. Mais en fait, je suis là parce que je compte éventuellement créer une entreprise sociale et solidaire qui s'appellera probablement Savoir Partager. Pour aller toujours dans le même sens, partager des savoirs, consolider des savoirs, notamment en français, parce qu'il y a beaucoup de lacunes. Et donc, je ne sais pas du tout si le modèle de coopérative pourrait être pertinent ou pas. Donc, c'est pour ça que je suis là, pour essayer de bien comprendre aussi ce concept-là. Ok, Merci. super, merci beaucoup, Anne. Donc c'est ce que je disais pour répéter également à Andrea qui n'était pas présente. Jérôme va faire sa présentation dans un premier temps. Voilà, si vous souhaitez poser des questions en particulier en lien avec ce qui va être évoqué, il ne faudra pas hésiter à intervenir. Mais à la fin, on va quand même dédier un petit temps de questions-réponses où on pourra éventuellement apporter des précisions quant à vos projets. Merci beaucoup, Anne. Ensuite, nous avons Audrey. Bonjour à tous, donc Audrey Stripoli, je suis la responsable du tiers-lieu numérique de la communauté de communes de la Haute-Somme dans le 80, donc on est situé à niveau de Péronne. Donc nous, on a ouvert le tiers-lieu qui est porté par la Com de Com depuis le mois de juin 2021, donc c'est tout récent. Et l'objectif, c'est qu'au bout, donc à court terme, c'est-à-dire dans moins de 2 ans, on change de modèle économique et qu'on passe soit en SIC, soit en scope, soit en coopérative. Donc, c'est le bon endroit, je pense, aujourd'hui. Donc, voilà. Donc là, c'est les grosses interrogations puisque du coup, la collectivité se pose la question est complètement ouvert à toute proposition, voir un peu ce qui est avantageux pour le fonctionnement, pour le personnel, pour les adhérents. Donc, voilà, je pense qu'on aura toutes nos réponses aujourd'hui, moi j'espère. Voilà, merci à vous. Normalement, c'est le bon endroit, Audrey, effectivement. Merci. Ensuite, nous avons Loïc qui nous précisait qu'il avait un problème de caméra. Mais a priori, le micro fonctionnerait. Ah, a priori. Mais moi, je sais qu'hier, pour parler de Audrey, donc depuis hier, on a utilisé Team aussi sur un OneNote webinaire. On a eu des soucis de caméra aussi. C'est la première fois que ça nous arrive. Non, mais c'est compliqué pour beaucoup de monde, Teams. Mais comme voilà, on n'a pas le choix de l'autre côté, donc c'est très aléatoire. Donc a priori, Loïc, le micro a pas l'air de fonctionner parce que je le vois allumé. Mais je le vois pas se mettre en surbrillance. Ce que je vous propose, Loïc comme Amélie, qui ne vous êtes pas présenté, je vous propose d'écrire un petit message dans le chat et puis je relayerai. Et puis ce que je vous propose également, c'est peut-être d'essayer de vous déconnecter, vous reconnecter. Des fois, ça peut solutionner le problème. Et donc enfin, nous avons Julien, qui est le dernier dans la conférence. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc moi, je suis Julien Dubois, je suis porteur d'un projet de marque fabricante de vêtements en lin, Folcus.
Et donc, si je suis là ce matin, c'est parce que j'envisage à terme d'avoir un statut plutôt de SIC, d'après ce que j'ai compris, plutôt que SCOP. Mais avant d'arriver là, en fait, ma question, c'est justement, c'est comment on fait pour arriver là, sachant que les premières années, je pense que je vais pouvoir me dégager qu'un seul salaire avant de pouvoir basculer. Donc, ce sera plutôt une entreprise individuelle avant de pouvoir basculer d'ici 2-3 ans en SIC. Et donc, enfin voilà, je voudrais savoir comment ça peut se passer à ce moment-là et comment ça se passe avant. Qu'est-ce qu'il faut prévoir en amont du passage à une SIC. Ok, merci beaucoup Julien. Alors, dans le chat, qu'est-ce que je vois? Bon, Loïc qui nous précise qu'on ne l'entend pas, enfin qui demandait si on ne l'entendait pas, mais effectivement c'est le cas. Donc Loïc, j'attends juste 2-3 minutes que vous puissiez mettre votre message, et puis après je passerai la parole à Jérôme. Enfin, je disais 2-3 minutes, ça va être long, 2-3 minutes de vide. Alors on est habitué à meubler. Alors je vois que Loïc est en train Non, mais d'écrire. pendant ce temps-là, je vais me présenter moi, comme ça donnera le temps aux participants qui n'ont pu le faire de vive voix de mettre un petit mot dans le chat. Donc, Jérôme Jansoni, je suis salarié de l'Union régionale des SCOP et des SIC depuis maintenant bientôt 20 ans. Donc ça fait 20 ans que j'accompagne des SCOP et des SIC dans toutes les phases de la vie de l'entreprise. Donc je vais pas vous le faire, hein, mais de la création jusque parfois la disparition. La particularité, c'est qu'au début de ces années 2000, on a vu naître un nouveau statut qui était le statut de SIC, qui est donc un statut quand même très récent dans le paysage juridique français. Statut qui a eu, mais on y reviendra, du mal à démarrer, encore plus particulièrement par rapport à d'autres régions, dans la région Picardie et dans la région Hauts-de-France, même si aujourd'hui, je ne sais pas si on est en voie de rattraper notre retard à l'allumage, mais aujourd'hui sur le statut SIC, un statut qui représente quasiment plus de 50% de nos contacts création ou porteurs de projets accompagnés. Voilà. Que dire de plus? Ma particularité, c'est d'être un Picard. Donc, je suis le Picard de l'Union régionale Hauts-de-France, sachant que l'Union régionale a un découpage en cohérence avec celui de notre région administrative depuis toujours. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, les Lillois ont souhaité avoir un Picard dans l'équipe parce que seul un Picard sait parler au Picard, paraît-il. Non, je ne sais pas, c'est surtout que la région est grande et qu'il était plus facile d'avoir quelqu'un en proximité lorsqu'il s'agissait de se déplacer sur le territoire Picard, d'aller à Chambly ou d'aller à Villers-Cotterêts. Lorsqu'on vient de Lille, c'est très loin, et comme on souhaite être en proximité de nos porteurs de projets, de nos entreprises coopératives, c'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui un permanent dédié historiquement à la Picardie, même si on n'a plus de bureau en Picardie pour des raisons diverses et variées. Il y a un bureau informel qui est à mon domicile, et c'est vrai que je rayonne toujours sur la Picardie. Voilà. Merci beaucoup Jérôme. Alors Loïc a eu le temps d'écrire son petit message entre-temps, donc il nous écrit. Loïc, en cours de création avec une ex-coéquipière d'un lieu qui se dirige vers le modèle du tiers-lieu sur le secteur du Beauvaisis, en lien avec le socio et le culturel. Suite à des expériences dans l'animation socio-culturelle et artistique, à titre personnel, et il souhaite faire émerger un projet dans l'éducation populaire depuis qu'il est tout petit. Voilà, donc il nous précise qu'il va certainement redémarrer son ordinateur, enfin son lien à la conférence, de manière à pouvoir utiliser son micro par la suite. Voilà, donc a priori on a fait un petit tour. Amélie est en train de fermer sa connexion, donc j'imagine qu'elle va essayer de revenir. Mais je te propose du coup de commencer, Jérôme, c'est à toi. C'est à moi, merci. Donc, je vais essayer de faire comme Célestin. Je vous ai préparé un
un document que je vais tenter de partager. Je vais surtout tenter de partager le bon. Voilà, Ah, voilà. c'est bon. Normalement, ça a dû apparaître chez vous. Et Parfait. voilà. Donc l'objectif de cette, pour moi, l'objectif de... Oula, je vous ai perdu, donc... oulala, C'est attendez, perturbant, hein. C'est perturbant, Teams. ça y est. Ben, je vous vois plus du tout, donc Voilà, c'est ça. je ne T'en fais pas, vous je vois suis plus là. du tout. Vous êtes là, bon, normalement, vous avez perdu le partage d'écran, j'y reviens. J'y reviens. Bon, voilà. Donc, le webinaire de ce matin est qu'on puisse faire ensemble une approche du statuscope et du statusik, sachant que je vais, à la vue des présentations qu'on a pu avoir en ce début de webinaire, essayer d'insister un petit peu plus sur le statusik qui me semble être l'attente première des participants. Cependant, je vais essayer d'avancer en comparaison en comparant pardon, les deux types de projets, de façon à non pas vous apporter tous les tenants et les aboutissants sur les statuscopes et le statusik, mais plutôt que vous ayez déjà une appréhension et une compréhension de ces derniers pour demain vous répondre à une première question: est-ce que ces statuts peuvent répondre à mes attentes? Sachant qu'après, si jamais ces statuts peuvent répondre à vos attentes, eh ben, il y aura tout lieu qu'on puisse rééchanger ensemble pour répondre à vos questions, si questions il y a encore. Tout d'abord, quelques généralités sur les scopes et les SIC qui sont importantes. Les scopes sociétés coopératives et participatives aujourd'hui, historiquement, nous parlions de sociétés coopératives de production, mais les évolutions des métiers qui sont réalisés sous forme de scope ont amené le mouvement coopératif à réfléchir à une évolution de la terminologie existée, donc et utilisée. Donc aujourd'hui, nous parlons de sociétés coopératives et participatives. Premier point très important, mais ça sera le même point pour les scopes, même si là, je ne l'ai pas précisé dans le PowerPoint. C'est avant tout, qu'on soit sous forme de scope ou sous forme de SIC, une société. Quand je dis une société, ça veut dire que le législateur a ouvert trois statuts juridiques aux formes coopératives de scope et de SIC, que sont la SARL, la société anonyme et la SAS. C'est-à-dire que nos sociétés coopératives sont avant tout des entreprises SARL, SA ou SAS, sachant que le droit qui régente ces entreprises et ces sociétés est le même que celui dans nos entreprises. C'est-à-dire que 95%, allez, peut-être pas 95, mais 75-80% du droit qui est applicable dans nos sociétés coopératives est issu du droit commun. Et les lois coopératives sont venues modifier ce droit commun, je ne vais pas dire à la marge, mais avant tout sur le fonctionnement interne de l'entreprise, pour lui apporter des particularités et en faire des entreprises coopératives avec des principes qui sont véritablement différents de l'entreprise de capitaux traditionnelle, où est-ce que, et on le verra dans le déroulé, où est-ce qu'on va plutôt travailler sur des notions d'éthique, de partage, d'équitabilité, voilà, de démocratie, voilà, tout des choses qui sont, selon moi, alors c'est toujours subjectif, mais peu courant dans l'entreprise de capitaux traditionnelle, mais voilà. Une forme commerciale à capital variable qui fonctionne selon des principes coopératifs, je viens de le dire, et dont les salariés, et c'est véritablement la première différence qu'on va retrouver entre la SCOP et la SIC, qui est la différence fondamentale entre ces deux statuts. Dans la SCOP, dont les salariés sont associés majoritaires en capital et en droit de vote. Si on devait commencer par la conclusion, on dirait que la SCOP est une entreprise coopérative, SARL, SA, SAS, mais dont les porteurs de projet, mais dont les personnes, le cœur de l'entreprise, sont les personnes qui ont cette double qualité de salariés et d'associés.
Une SCOP, c'est des personnes qui se regroupent pour créer leur entreprise qui va créer leurs emplois. C'est fondamentalement la définition d'une SCOP. Au contraire, dans une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, on retrouve bien les mêmes caractéristiques initiales. On est face à une société SA, SAS, SARL, avec une forme commerciale et un capital variable qui fonctionne selon des principes coopératifs, mais dans une SIC, le cœur du projet n'est pas les salariés, mais le cœur du projet, c'est le projet. Dans une SIC, en fait, c'est un regroupement de personnes d'origine diverses qui se mettent autour d'une table pour mener à bien un projet. Une SIC, c'est une société dont l'objectif est de mener à bien un projet avec des personnes d'origine diverse, c'est-à-dire une entreprise qui va reposer sur le multisociétariat. C'est vrai que le législateur demande à ce que cette entreprise d'intérêt collectif ait un caractère d'utilité sociale. La particularité, je ne vais pas vous le cacher, c'est qu'aujourd'hui, avec ce critère d'utilité sociale, on arrive à le tordre un petit peu. Parce qu'aucune définition juridique précise n'est donnée par le législateur ni par les tribunaux. C'est-à-dire qu'on arrive toujours, selon moi, je ne devrais pas le dire comme ça, mais c'est une réalité, à trouver un caractère d'utilité sociale à un projet. Voilà, il suffit, bon, bien évidemment, il faut qu'il y ait un esprit et une éthique derrière, mais à partir de là, on arrive à le définir. Mais ce caractère d'utilité sociale est entendu au sens large, surtout qu'initialement, au début des années 2000, à la création du statut de SIC, cette utilité sociale dépendait d'un agrément qui était donné par les préfets de département ou de région, j'ai un doute. Aujourd'hui, le caractère d'utilité sociale est à définir en préambule des statuts de l'entreprise et c'est tout. Le réviseur coopératif regardera cette utilité sociale telle qu'elle a été définie par les porteurs de projet, voir si elle est toujours respectée, mais il n'y a pas de contrôle qui va au-delà de cette utilité sociale. N'hésitez pas à m'arrêter, hein, parce que là, moi, je suis parti. Hein. Une diapo sur laquelle on va aller très vite. Alors parfois, une des raisons pour lesquelles l'environnement de l'entreprise, je pense aux experts comptables, parfois aux banquiers, parfois à d'autres personnes, vont vous dire « Oh là là, une SCOP, une SIC, qu'est-ce que c'est compliqué ?» c'est toujours compliqué quand on ne connaît pas les choses et qu'on ne les maîtrise pas. Je l'ai dit tout à l'heure, 80% du fonctionnement de nos entreprises coopératives est identique au fonctionnement d'une entreprise de capitaux traditionnelle. Je pense même que je peux aller un petit peu au-delà. Donc, et en comptabilité, on est quasiment à 2 ou 3 exceptions près. Je vais penser là tout de suite au calcul de l'impôt sur les sociétés, à la variabilité du capital, mais la comptabilité d'une entreprise coopérative, SCOP ou SIC, est exactement la même qu'une entreprise de capitaux traditionnels. Donc, il n'y a pas de difficulté. C'est vrai que nous, on dit toujours qu'il y a une pyramide des lois. Là où est-ce que les initiés ont à chercher leur réponse lorsqu'ils se posent une question dans une seule loi, lorsqu'ils se posent une question pour une SARL de capitaux traditionnels, qui est la loi de 66 sur les sociétés commerciales, et ben quand on se pose une question en droit dans une SCOP ou dans une SIC, et ben il faut être vigilant et aller voir dans plusieurs lois quelle est la réponse. Mais une fois qu'on est en connaissance de ça, il n'y a pas de difficulté majeure. Alors, pour la présentation, on a décidé d'essayer de faire un comparatif sur quelques thèmes entre la SCOP et la SIC pour essayer d'identifier. Notre objectif, c'est de se dire, ah ben tiens, par rapport au projet que j'ai, je pense que l'habit SIC ou l'habit SCOP correspond le mieux à mon projet. Maintenant, c'est bien évidemment, lorsqu'on travaille sur cette question de l'habit juridique qu'on va poser sur un projet, c'est bien une idée qu'on a initialement lorsqu'on commence à travailler sur notre projet, mais l'habit
que l'on va poser sur notre projet, l'habit juridique, le statut juridique que l'on va utiliser pour notre projet est bien évidemment quelque chose qu'on arrête définitivement que dans la phase terminale du projet. On ne définit le statut juridique que lorsqu'on sait très clairement quels sont les contours du projet. J'ai utilisé le terme d'habit juridique, c'est pas innocent. Le statut juridique est avant tout un habit, qu'il faut que l'on pose sur un projet une fois qu'on a les contours du projet. En gros, c'est le projet qui détermine quel habit on met, mais c'est jamais l'habit qui doit déterminer le projet. Voilà. Quels sont les thèmes que l'on va brosser pour essayer de comparer la SCOP et la SIC? Le sociétariat, le capital social, le statut social du dirigeant, l'expression de la démocratie, notamment et principalement en assemblée générale, et la répartition du résultat. Voilà. Il faut se dire que les 5 points qui sont nommés ici sont les 5 grandes différences que l'on va retrouver dans nos entreprises coopératives par rapport à une entreprise de capitaux traditionnels. Voilà, c'est véritablement le cœur de nos différences et sur chaque item, on va voir que nos différences par rapport aux entreprises de capitaux traditionnels, on n'a pas les mêmes positionnements entre la SCOP et la SIC. C'est normal. La SCOP, j'ai une entreprise dont le cœur sont les salariés associés, et une SIC, j'ai une entreprise dont le cœur est le projet et où est-ce que j'ai des personnes d'origine diverses qui s'assient autour de la table pour mener à bien le projet. Dans une SCOP, je l'ai déjà dit plusieurs fois, le société repose sur les salariés coopérateurs. En gros, dans une SCOP, il existe 2 catégories d'associés, les associés salariés, et moi je serais tenté de dire les autres. Les autres, parce que dans nos entreprises coopératives, les associés salariés sont bien évidemment le cœur de l'entreprise. Ils doivent détenir, mais on y reviendra, une très large majorité des droits de vote. Ils doivent détenir au moins la majorité du capital social, et à côté, on peut avoir des associés qui sont non salariés. Alors, ces associés non salariés, par expérience, si j'avais 2 mots à en dire, ils sont rares. Ils sont rares dans nos entreprises coopératives parce que ces associés non salariés, ce qu'on on appelle, moi j'appelle les autres, mais on appelle ça avant tout des associés extérieurs. Un associé extérieur, c'est un investisseur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient et qui place de l'argent dans une entreprise pour sa réussite, mais bien évidemment, ou du moins dans les entreprises de capitaux traditionnels, ces associés extérieurs sont animés normalement, alors je vais le dire de façon caricaturale, mais on va toujours trouver des contre-exemples, mais un associé extérieur est toujours animé normalement dans la recherche de 2 choses, soit du pouvoir, soit du retour sur investissement. En termes de pouvoir, on verra que les associés extérieurs n'auront jamais ce dernier, et en termes de retour sur investissement, on verra également que les associés extérieurs, ou du moins les associés, n'ont aucune certitude, même si l'entreprise gagne de l'argent, d'obtenir un retour sur investissement, c'est-à-dire d'obtenir des dividendes. Et la cerise sur le gâteau, on verra que les plus-values sur la revente du capital ne sont pas possibles. Donc une SCOP, 2 catégories d'associés, une qui est le cœur du projet, que sont les associés salariés, et après il y a les autres. Dans une SIC, c'est différent. Dans une SIC, c'est différent. Oula, j'ai entendu un ting, c'est pas vous? Bon, dans une SIC, c'est pas moi. Dans une SIC, c'est différent. Le législateur, comme je vous l'ai dit, dans une SIC, le cœur, c'est le projet, et le projet qui est mené par des personnes d'origine diverses. Donc le législateur a dit que dans une SIC, il devait y avoir au moins 3 catégories d'associés. Les salariés du bien ou du service de la SIC, ou en l'absence de salariés, les producteurs, des bénéficiaires,
ou usager. Là aussi, tant qu'un salarié, on sait ce que c'est juridiquement, il n'y a pas de problème. Un producteur, juridiquement, on sait ce que c'est. S'il n'y a pas de salarié, on n'a pas de problème. Les bénéficiaires ou usagers, là aussi, le législateur a donné, ou du moins n'a pas donné, est resté muet sur la définition. Donc, il faudra trouver dans la définition des statuts une catégorie d'associés qu'on définira être des bénéficiaires ou des usagers. Et le législateur a dit qu'il devrait y avoir au moins une autre catégorie d'associés. Jérôme, nous avons une petite question. Oui. Je me permets de te couper. Vas-y. Ouais, je pense qu'Audrey, ce serait plus facile que vous interveniez directement. C'est ce que j'étais en train de me dire, ce que j'ai en train d'écrire, mais j'y ai, c'est pas la peine. Ouais, je vois à peu près de quoi vous parlez parce qu'on a déjà parlé, mais je pense que c'est plus Voilà, facile. parce que du coup, en fait, je parle pour mon cas. Je suis fonctionnaire de la com de com, maintenant parce que j'ai été mutée à la com de com. Mais du coup, quand la structure aura soit une SIC, soit une SCOP, mais moi, je serai mis à disposition. Est-ce que ça fait partie des personnes, des salariés, ou c'est un autre type de personne? Est-ce que c'est possible ou pas d'être mis à disposition? Voilà. Alors, je vais avoir... C'est la question dure et difficile à répondre, celle-ci. Non, parce que comme je vous l'ai dit, un salarié, on sait ce que c'est. Et le salarié, au sens où est-ce que le législateur l'a entendu dans la SIC, c'est un salarié de la SIC. Donc, si c'est une mise à disposition, je serais tenté de dire que non. Une personne je serais tenté de dire, hein, vous avez entendu quand même, j'ai quand même utilisé le conditionnel, il faudrait creuser un petit peu la chose, mais non, le législateur, lorsqu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait une catégorie d'associés, c'est-à-dire qu'il doit y avoir au minimum un salarié de la coopérative qui est associé. À partir de là, un salarié, c'est bien quelqu'un qui est lié par la société par un contrat de travail. Donc, pour moi, la mise à disposition d'une personne ne l'est pas, ne répond pas aux exigences du législateur. Cependant, attention, quelque chose que je n'ai pas dit, mais que je dirai sûrement après. Alors que dans la SCOP, le législateur, lorsqu'il a dit qu'il existe une catégorie d'associés salariés, le législateur a clairement dit qu'on devait retrouver dans la SCOP au minimum 2 associés salariés. Parce que coopérer tout seul, c'est de la triche. Et comme les autres ne sont pas obligatoires, donc, il faut au minimum 2 associés salariés. Le législateur et les services de l'administration d'État ont été même plus exigeants. Ils ont dit qu'ils exigeraient à terme que ces 2 associés salariés soient équivalents à des équivalents temps plein. Pour la SIC, le législateur n'a rien dit. Il n'a rien dit, il souhaite juste qu'il y ait une personne qui soit liée par la coopérative, à la coopérative par un contrat de travail et qui soit associé. Ça veut dire qu'on peut très bien imaginer que ce salarié, seul et unique salarié de l'entreprise, ou s'il en a plusieurs, mais qu'il n'y en ait qu'un qui soit associé de l'entreprise, ne soit associé qu'à temps très partiel. Ça voudrait dire qu'on peut très bien imaginer, et là je ne suis pas un expert du droit social, là il faudrait regarder avec les services de la collectivité territoriale, si la personne qui est mise à disposition, plutôt que elle ne peut pas être mise à disposition qu'à 90%, et signer un contrat de travail avec la coopérative pour un temps très partiel qui lui permettrait du coup de remplir cette obligation légale. Oui, c'est ce que je savais ça, mais moi, du coup, c'était pas le but, en fait. Moi, je veux pas perdre mon temps plein à la com de com, en fait. C'est pas mon objectif. Parce qu'en fait, j'ai des salariés qui sont... Là, j'ai des CDD. Que moi, je souhaite par la suite mettre en CDI et être, donc, du coup, salarié de la SIC ou de la SCOP. Mais moi, garder mon temps plein et mettre à disposition, en fait. Alors, le problème est autre du coup. On n'est pas sur un problème juridique de se dire est-ce que cette catégorie de salariés associés va être cette condition d'avoir un salarié qui soit associé va être remplie parce qu'il y en aura d'autres.
salariés qui pourront être associés, c'est de se dire, est-ce que juridiquement, une collectivité, et là c'est une autre question, et là je n'ai pas la réponse, est-ce qu'une collectivité territoriale a le droit de mettre, je serais tenté de dire, je l'ai déjà vu, a le droit de mettre à disposition un salarié d'une société commerciale? Et là, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Est-ce qu'une collectivité territoriale a le droit de mettre à disposition un salarié dans une entreprise commerciale? Voilà. Je pense que c'est la première question à laquelle il faut répondre par rapport à ce que vous êtes en train de dire. En fait, c'est ce qui pèse dans la balance. En fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'était penché voir une association, soit une SIC, soit une SCOP. En fait, pour trouver, parce qu'en fait, il y a 2 agents de fonctionnaires. En fait, là aujourd'hui, j'ai 2 agents fonctionnaires et j'ai un mis à disposition par un prestataire et j'ai un contrat CDD. Donc, vous voyez, c'est complètement sur 3 contrats différents. Oui. Le législateur impose et demande juste qu'il y en ait au moins un qui soit salarié de la coopérative à terme et qui soit associé de l'entreprise. Ok. Voilà. Après, ça pose d'autres questions juridiques sur les mises à disposition et sur tout ça, mais moi, là je n'ai pas les réponses, mais le législateur a qu'une exigence, c'est qu'il y ait au moins un salarié dans l'entreprise et que ce salarié soit coopérateur. Ok. Merci. Voilà. Surtout que dans un tiers-lieu, on n'arrivera pas à déterminer une catégorie de producteurs. Voilà, on n'est pas sur une activité où est-ce qu'on va retrouver des producteurs. Donc, il faut, selon moi, qu'il y ait au moins un salarié, même à temps partiel, qui soit salarié et associé de la coopérative. Et après, ça, c'est des questions de droit qu'on gérera et qu'on éclaire et dont on essaiera de trouver des réponses à côté. Voilà. J'espère avoir répondu, sachant que je n'ai pas de réponse précise du coup, parce que chaque projet étant différent. Donc la SIC, au minimum 3 catégories d'associés. La catégorie des salariés, mais donc je l'ai dit, au minimum un salarié, alors que c'est 2 dans une SCOP. Et dans une SIC, ce salarié, il n'y a aucune exigence que ce soit un équivalent temps plein. Donc on peut avoir dans une SIC, la catégorie des salariés qui est représentée par un salarié à temps partiel, mais qui est coopérateur dans l'entreprise. Et une deuxième catégorie de bénéficiaires ou d'usagers, et une troisième catégorie, toute autre personne physique et morale, privée. Voilà, l'expérience, un petit zoom. Donc, dans les salariés, pas de lien entre contrat de travail et sociétariat, obligation de... Alors, je vais très vite sur ces notions-là. Quand même, les collectivités publiques, les collectivités territoriales peuvent être associées d'une entreprise dans une SIC, ne peuvent pas l'être dans une SCOP. Donc, les collectivités publiques peuvent détenir jusqu'à 50% du capital dans une SIC. Quand même, attention, on a eu plusieurs fois la question du bénévolat dans les SIC. N'oublions pas qu'une SIC est avant tout une société commerciale, donc il faut être toujours prudent. Il y a toujours un risque du travail que le bénévolat dans une société commerciale est quelque chose de compliqué. Voilà, il y a toujours un risque de requalification en travail dissimulé. Il y aura des problèmes si jamais il y avait un accident du travail. Il faut toujours être prudent. Je sais qu'il y a des SIC, notamment sur, alors j'ai plus les noms en tête, mais sur le bassin parisien, de magasins éthiques et coopératifs qui sont créés en SIC et qui reposent sur le bénévolat pour les horaires d'ouverture, la tenue de la caisse et tout ça. Tant que l'URSSAF et que l'État ne met pas son nez dedans, tout roule. J'ai peur que sur certains projets, le manque de vigilance puisse amener des difficultés à terme. Voilà, je ne balaye pas en disant c'est pas possible, je dis juste qu'il faut être vigilant en amont sur ce bénévolat s'il existe dans nos entreprises coopératives.
Je passe très vite, hein. De toute façon, Célestin, je ne sais plus si tu l'as dit, mais vous aurez le PowerPoint vous sera adressé par mail à l'issue de notre échange. Comme ça, vous pourrez le rebalayer, et éventuellement revenir vers moi ou Célestin ou l'équipe de la BGE pour poser toutes vos questions. Je l'avais précisé dans le chat, mais je ne l'ai pas précisé Ah, à l'oral, je crois. je ne le vois pas, là, je suis dans le noir. J'ai plus que mon Ouais, c'est pour ça. PowerPoint. Donc, J'ai à dû l'occasion, je suis transmettre tout le seul. Vous replay, avez tous eu un problème, un crash Internet, et je suis tout seul à parler. Mais Non, mais une fois de temps en temps, je rallumerai mon micro et je montrerai que je suis là. Tu auras au moins une personne, ça c'est sûr. Parfait. Bon. Le capital dans une scope. On l'a dit, il y a des sujets qu'on a déjà abordés. Et je vais aller vite pour éviter qu'il y ait trop de redondance. Dans une SARL et dans une SAS, au minimum 2 associés salariés. Dans une SA, au minimum 7 associés salariés. Et les services de l'État entendent cette exigence en termes d'équivalent temps plein. Alors, c'est vrai que les scopes, il faut tendre le plus rapidement possible à ces 2 équivalents temps plein. On a bien en tête et on sait très bien que parfois, il est difficile de créer une entreprise qui va supporter économiquement dès le départ 2 associés salariés. Nous, notre exigence, ou du moins on arrive à négocier ainsi avec les services de l'État, c'est qu'à la clôture du premier exercice, mais bien évidemment au plus vite au mieux, cette exigence de 2 équivalents temps plein soit remplie. Le capital minimum, je lis même pas la phrase que j'ai marquée. Il existe bien évidemment un capital minimum dans nos entreprises coopératives comme dans toute société commerciale. Cependant, ce capital minimum n'a pas de sens lorsqu'on l'aborde d'un point de vue juridique. Il n'a qu'un sens lorsqu'on travaille sur les besoins économiques et surtout financiers de l'entreprise à la création. Donc, voilà. Aucun associé dans une scope ne peut détenir plus de 50% du capital. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Maintenant, j'aime l'écrire comme ça. C'est qu'en réalité, une scope dans laquelle un associé détiendrait plus de 50% du capital social pourrait se revendiquer du statut de scope, mais cependant ne serait pas éligible à tous les avantages fiscaux et sociaux attachés au statut de scope. Et les associés extérieurs ne peuvent pas détenir plus de 50% du capital social. Dans la SIC, donc on l'a dit, au minimum 3 associés, parce qu'il y a au minimum 3 catégories d'associés, donc on aura au minimum 3 associés dans une SARL et dans une SAS, et on aura au minimum 7 associés dans une SA. Le capital minimum dans une SIC, ma remarque est la même que pour la SCOP, et il n'y a pas de limite à la détention du capital social par associé. Ça veut dire que dans une SIC, on peut avoir un associé qui va être majoritaire sans aucun problème, sauf les collectivités territoriales qui, ensemble, ne peuvent pas détenir plus de 50% du capital. Donc, nous sommes allés très vite sur le statut social du dirigeant, l'expression de la démocratie. Alors, en effet, nos entreprises coopératives sont des entreprises où est-ce que on a plaisir à dire qu'ils fonctionnent selon un principe démocratique, c'est-à-dire qu'on a mis la démocratie est au cœur de l'entreprise. C'est véritablement une différence fondamentale avec les entreprises de capitaux traditionnelles. Tout simplement, c'est l'expression et on va le dérouler. Non, j'ai oublié le statut social du dirigeant.
Il n'y a personne qui m'arrête. J'ai zappé le statut social du dirigeant. J'étais au téléphone, Jérôme, pardon. J'ai pas Non, vu. non. Excuse-moi. Donc, le statut social du dirigeant. Pardon, excusez-moi. Le statut social du dirigeant est là aussi une différence fondamentale avec les entreprises de capitaux traditionnelles. Dans une SCOP, le dirigeant est obligatoirement une personne physique, il est obligatoirement associé, il est obligatoirement, s'il est unique, issu de la catégorie des associés salariés. La particularité, mais là c'est une réalité comme dans toute société commerciale, c'est que le gérant ou les mandataires sociaux sont élus. La particularité de nos entreprises coopératives, c'est que ce dirigeant de la SCOP peut cumuler un contrat de travail avec un mandat social. C'est-à-dire que dans nos entreprises coopératives, dans nos SCOP, le dirigeant est avant tout un salarié qui est devenu associé et qui, une fois qu'il est devenu associé, a accepté d'exercer un mandat social de gérant ou d'administrateur ou de PDG ou de président ou selon le statut juridique que l'on utilise. C'est très important parce que ça veut dire que d'un point de vue de la couverture sociale, nos dirigeants sont avant tout des salariés. Ça veut dire qu'ils bénéficient de l'ensemble de la couverture sociale en cas d'échec de l'entreprise et d'inscription, de nécessité d'aller s'inscrire au Pôle emploi, bénéficient de la retraite, bénéficient des arrêts et des congés maladie en cas... Enfin voilà, nos dirigeants sont avant tout des salariés. C'est vrai que aujourd'hui, les services de l'État essayent un petit peu de creuser ce sujet, mais en fait, la jurisprudence en place est à notre avantage aujourd'hui parce que c'est clairement prévu par la loi que nos dirigeants coopératifs restent des salariés. Les tribunaux, bien évidemment, bien souvent vérifient que notre salarié avait bien des fonctions techniques de salarié, en plus de son mandat de gérant. Ça veut dire que quand on dit que c'était un salarié, ça veut dire qu'il avait bien des fonctions techniques et qu'il avait bien un lien de subordination que l'on organise juridiquement. Donc, a priori, aucun problème pour bénéficier de ce statut de dirigeant salarié, avant d'être dirigeant. Après, il y a d'autres possibilités, c'est-à-dire que c'est parfois... Est-ce que c'est aussi clairement prévu par le législateur, certains dirigeants qui souhaitent suspendre leur contrat de travail et donc du coup devenir que mandataire social parce que la loi coopérative a dit clairement que les mandataires sociaux dans les entreprises coopératives, dans les SCOP, étaient en tout point assimilés à des salariés. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que le dirigeant, le gérant de nos entreprises coopératives, de nos SCOP, est avant tout un salarié et bénéficie de la couverture sociale de salariés. C'est quand même important parce que lorsqu'on a 2-3 personnes qui se regroupent, qui viennent nous voir pour la création de l'entreprise, si ce n'était pas le cas, ça voudrait dire qu'il y en a quand même un qui prendrait beaucoup plus de risques que les autres associés parce qu'en acceptant d'être gérant, il n'aurait pas le droit à la même couverture sociale que ses homologues. Voilà, donc c'est un point important du statut coopératif. Dans une SIC, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus facile. Le dirigeant de la SIC est associé ou non. C'est obligatoirement une personne physique dans les SARL et dans les SA, donc ce n'est pas obligatoirement une personne physique dans les SAS. Pareil, il est élu, il peut être révoqué, une durée maximum de mandat de 6 ans. Et là, je vais le dire à contrario, le dirigeant, le mandataire social de l'entreprise, ils peuvent être choisis parmi la catégorie des salariés. C'est une possibilité. Je serais tenté de dire aujourd'hui, on n'a aucun souci avec les services de l'État sur le sujet. Cependant, moi personnellement, quand je suis face à une SIC, j'appelle toujours à la prudence. Les textes juridiques sont moins clairs, sont moins carrés que pour les SCOP. La particularité des SIC, c'est qu'on a quand même une multitude ou des sociétaires d'origine diverses et normalement
plusieurs associés d'origine diverse, au moins 3 catégories d'associés. Une préconisation que j'ai, qui n'est pas du tout une obligation juridique, c'est d'essayer d'identifier un gérant qui ne serait pas issu de la catégorie des salariés. Ça évite tous les problèmes. Maintenant, si le gérant est issu de la catégorie des salariés, bah, pas de problème. Aujourd'hui, je pense que voilà, je ne suis pas persuadé qu'il y aura des problèmes demain, mais je trouve que le droit est moins bien organisé, moins clair pour le dirigeant de la SIC s'il est issu de la catégorie des salariés que ce n'est dans une SCOP. Voilà. Mais par expérience, que ce soit lors de départ à la retraite ou lors de défaillance d'entreprise et d'inscription au Pôle emploi, on n'a jamais rencontré de problème jusqu'alors. Et pour éviter tout problème, il suffit de prendre les devants et de réaliser auprès de l'administration une demande, ce qu'on appelle une demande de reconnaissance préalable, c'est-à-dire qu'on se rapproche des services de l'État en disant bah, regardez, chez nous on a un salarié, ce salarié exerce un mandat social de gérant ou autre dans l'entreprise, voilà les conditions de son élection, voilà nos statuts, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette personne bénéficiera de son statut social de salarié? Et au moins, ça nous permet d'être fixé dès le départ. Ça y est, je peux donc venir à l'expression de la démocratie en Assemblée générale dans nos entreprises coopératives. En effet, une différence majeure avec les entreprises de capitaux traditionnels, c'est que dans nos entreprises coopératives, on ne vote pas proportionnellement au capital que l'on a apporté. Dans nos entreprises coopératives, c'est vrai pour la SCOP et la SIC, même si on verra que l'expression du pouvoir est différente dans la SCOP et dans la SIC, mais dans nos entreprises coopératives, contrairement aux entreprises de capitaux traditionnels, on ne vote pas proportionnellement au capital. Il faut avoir en tête tout de même que dans une entreprise de capitaux traditionnels, même si on a 10, 20, 30, 50 associés au capital de l'entreprise, bien souvent, les décisions sont prises que par une seule personne ou par une famille ou par un collectif de personnes qui, ensemble, détiennent plus de 50% du capital et les autres n'ont rien d'autre, entre guillemets, à dire, que de subir les décisions prises par quelques-uns ou par une seule personne. Dans une SCOP, le principe majeur, le principe est un associé égale une voix, quel que soit le capital qui est détenu par l'associé. Le législateur a été plus loin en disant et en exigeant que les associés salariés détiennent au minimum 65% des droits de vote. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, les autres, ceux que j'appelais les autres au départ, les associés extérieurs ne pourront détenir ensemble plus de 35% des droits de vote. Ça veut dire que le pouvoir sera toujours détenu à 65%, donc la majorité sera toujours détenue par les associés salariés. Ce sont les associés salariés qui dirigeront l'entreprise. Les associés extérieurs n'auront un droit d'arbitre que si les associés salariés leur laissent ce pouvoir. Comme on vote selon le principe une personne égale une voix et que les associés extérieurs ne peuvent pas détenir plus de 35% des droits de vote, eh ben le nombre d'associés extérieurs, par effet mécanique et mathématique, est limité. C'est-à-dire que dans une SCOP, le nombre d'associés extérieurs est toujours limité parce qu'ils ne peuvent pas dépasser 35% des droits de vote. Alors c'est vrai qu'il y a des exceptions à ce grand principe. Maintenant, vous pouvez me croire, à part parfois une des exceptions qui est qu'une SCOP puisse détenir plus de pouvoir et de capital dans une autre SCOP qui est utilisée, c'est ce qu'on appelle les SCOP mère-fille, c'est-à-dire une SCOP qui accompagne à la création d'une autre société. Ces exceptions sont très rarement utilisées. D'ailleurs, je n'ai pas de chiffre précis, mais 95% du capital social, peut-être même 97% du capital social de nos SCOP appartiennent aux associés salariés. Les associés extérieurs sont très rares dans nos entreprises coopératives
et lorsqu'ils existent, bien souvent, leur intervention financière, leur intervention au capital social est symbolique, parce que, vous l'avez déjà compris, donc j'ai dit tout à l'heure qu'un associé extérieur venait chercher du pouvoir et de la rentabilité. Et ben le pouvoir, il l'aura jamais parce que il n'aura jamais plus de 35%, ou ensemble, ils n'auront jamais plus de 35% des droits de vote, donc ils ne pourront jamais peser significativement sur les décisions qui seront prises. Voilà. Quand on regarde dans nos entreprises coopératives, dans nos scopes, parce que là on parle bien de la scope, les associés extérieurs, bien souvent, lorsqu'il y en a un, il s'agit de structures de l'économie sociale et solidaire, je vais le dire comme ça, il s'agit bien souvent de l'URSCOP, voilà, qui nous prenons une part très symbolique du capital à la création d'entreprises, pour deux raisons, bien évidemment lorsque les associés le souhaitent. La première, c'est montrer le partage du projet vis-à-vis de l'extérieur, de dire bah tiens, l'Union régionale accompagne les porteurs de projets, croit dans le projet parce qu'ils mettent du capital. Et la deuxième raison, c'est qu'on a un petit outil au sein de l'Union régionale qui nous permet d'intervenir en compte courant d'associés et pour créer de la trésorerie de nos entreprises coopératives, sauf que pour intervenir en compte courant d'associés, ben, il faut être associé. Donc, c'est une exigence. Là, si les porteurs de projets souhaitent pouvoir bénéficier de cet outil, voilà, c'est un compte courant sans garantie, enfin voilà, et ben, il faut qu'on soit associé pour pouvoir apporter cette contribution. Dans une SIC, ben, ce n'est pas la même. Dans une SIC, moi j'aime bien commencer par la conclusion. On va voir ensemble que même si la SIC est une entreprise coopérative à part entière, eh ben, on va pouvoir organiser le pouvoir. C'est-à-dire que la SIC est une entreprise dans laquelle on va pouvoir, oui, je l'ai bien dit, organiser le pouvoir, on va pouvoir maîtriser, entre guillemets, même si je ne devrais pas le dire comme ça, les enjeux et les jeux de pouvoir qu'il va y avoir dans la société. Pardon, vous ne m'avez pas vu, mais je viens de boire un coup. Le principe est le même. On a entendu la bouteille d'eau. Ah. Le principe de base est le même dans une SIC. Les personnes vont voter selon le principe une personne égale une voix. Donc, soit on fait rien et on réunit en assemblée générale tous les associés de toutes les catégories en assemblée générale et on vote selon le principe une personne égale une voix. C'est-à-dire que le salarié qui a éventuellement un objectif et qui a apporté 500 € de capital aura un droit de vote. À côté, où chaque salarié ayant apporté du capital aura un droit de vote. À côté, chacun des bénéficiaires et des usagers qui aura éventuellement apporté un capital différent auront aussi chacun un droit de vote. Les collectivités territoriales présentes au capital, quelle que soit leur intervention en volume de capital, auront un droit de vote. Et on vote un petit peu de la façon dont vous connaissez dans les associations, c'est-à-dire, voilà, une personne égale une voix. On a beau être dans une société commerciale et d'être des actionnaires, des sociétaires d'origine diverses, on partage le pouvoir selon le principe une personne égale une voix. C'est une possibilité. Dans la réalité, en Hauts-de-France, je ne pense pas dire de bêtises, mais je ne connais pas de SIC qui fonctionne sur ce principe-là. Toutes les SIC ont opté pour une organisation du sociétariat en collège. Alors, je vais essayer d'être clair. Quand je dis ça, c'est que ce n'est pas gagné. Hein. C'est que on a dit que dans une SIC, il y avait au minimum 3 catégories. Mais je ne l'ai pas dit jusqu'alors, il peut y en avoir 4, 5, 6, 10, 15, 20. En fait, dans les statuts, lorsqu'on rédige les statuts à la création de l'entreprise, on essaye d'identifier toutes les personnes qui pourraient être, qui sont aujourd'hui et qui pourraient être demain intéressées par notre projet pour rejoindre notre entreprise coopérative dont l'objectif premier est la réussite du projet.
Donc, on définit un certain nombre de catégories. Dans certaines catégories, il y aura des associés tout de suite. Dans d'autres, il n'y en aura pas. Mais on se dit, bah, tiens, peut-être que demain, ce type d'associés, ce type de personnes seront intéressés par notre projet et on crée une catégorie. Le législateur a autorisé de regrouper certaines catégories au sein de collèges. Sachant qu'un collège peut recevoir qu'une seule catégorie, comme un collège peut recevoir 10, 12 catégories. On fait un petit peu ce qu'on veut. Et le législateur a autorisé à donner des pouvoirs différents à chacun des collèges. Alors, le législateur, cependant, a dit qu'un collège ne pourra jamais détenir plus de 50% des droits de vote. Mais ça veut dire que l'organisation des collèges, des catégories et des personnes qui sont admises au sociétariat et qui partagent le projet, on arrive à organiser le pouvoir et à maîtriser le pouvoir. Alors on pourrait me dire, ah bah dis donc, c'est pas bien dans une entreprise coopérative, où est-ce qu'on nous vante, on nous fait miroiter ce principe une personne égale une voix. Eh ben, dans une entreprise coopérative, eh ben, certains arrivent à s'accaparer le pouvoir. C'est pas faux. C'est pas faux. N'oublions pas tout de même qu'une SIC, c'est quoi? C'est un projet qui est mené par des gens d'origine diverse et qui n'ont donc pas toutes les mêmes attentes du projet. N'oublions pas que comme dans tout projet, une SIC, on a des porteurs de projet et des initiateurs du projet. Et bien souvent, moi je trouve ça humain et compréhensible, ces porteurs de projet, ces initiateurs dans le projet ont une idée, un sens, des valeurs qu'ils souhaitent voir atteintes, qu'ils souhaitent voir respectées dans leur projet. Donc ces derniers, bien souvent, essayent d'organiser le pouvoir pour avoir une certitude, même si on n'a jamais de certitude, mais d'avoir un minimum de garantie pour que le projet qu'ils sont en train de créer, même s'ils le partagent avec d'autres, d'arriver à ce que ce projet respecte les valeurs et le sens qu'ils ont envie de lui donner. Et n'oublions pas aussi que cette organisation du pouvoir n'est pas quelque chose de caché, est toujours quelque chose qui est écrit dans les statuts. Donc, entre guillemets, c'est un pacte que doit être et des équilibres qui doivent être trouvés par les associés au moment de la création. Et donc, ces derniers, une fois qu'ils les ont acceptés, tout nouveaux associés et tout associé qui arrivera dans le cours tout au long de la vie de l'entreprise, eh ben, aura les statuts à son admission ou avant son admission et aura connaissance de cette règle du jeu et qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas. Voilà. Donc, dans une SIC, les catégories peuvent être regroupées au sein de collèges. Il y aura au minimum 3 collèges, pardon. Bah oui, chaque collège, une catégorie. Il y aura au minimum 10 collèges, en effet, parce que le législateur a dit qu'un collège ne pourrait pas détenir plus de 50% des droits de vote, mais il a aussi dit qu'un collège ne pouvait pas détenir moins de 10% des droits de vote. Il faut bien penser dans les statuts à définir les critères de rattachement au collège, ainsi que les critères lorsqu'on perd la qualité d'associé. Et voilà. Donc, dans nos SIC, il va être possible d'organiser le pouvoir. Alors, jamais une personne seule, mais bien souvent, il faudra au minimum une alliance entre 2 collèges pour avoir une majorité. Maintenant, si Pardon, je pousse... Excusez-moi, je vous coupe, mais oui. j'ai levé la main et je ne pense pas que vous le voyez en fait. Non. Que se passe-t-il si à la création de la SIC, on a prévu dans les statuts des collèges et que, par exemple, un collège, je ne sais pas moi, pouvoir public, et que en fait, au départ, les pouvoirs publics ne sont pas présents dans la SIC, n'ont pas acquis de part sociale. Et donc, en gros, dans les statuts, on prévoit un collège théorique, mais comment ça se passe en termes de droit de vote si un partenaire, par sa participation,
fait qu'il y a un nouveau collège qui apparaît et qui apparaissait pas. Comment ça se passe en termes d'équilibre par rapport au droit de vote en amont? Bon, Je sais pas si j'ai été clair. oui, je pense avoir compris votre question. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, à la création ou tout au long de la vie, on a identifié des catégories qui, pour certaines, ne sont pas dotées. Si on a créé des collèges qui regroupent une catégorie qui est composée d'une catégorie ou plusieurs catégories et que peut-être pas le hasard, mais qu'on venait à constater que toutes les catégories composant ce collège ou la catégorie composant ce collège n'est pas dotée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'associés, on prévoit dans les statuts comment on répartit le pouvoir qui aurait dû être détenu par ce collège. En gros, il y a plusieurs solutions. Soit on dit, bah, c'est pas dur, le pouvoir qui a été détenu par ce collège est réparti entre chacun des collèges, bien évidemment, sans qu'un collège ne puisse détenir plus de 50% du capital social. Soit une autre solution, on dit que le pouvoir qui était détenu par ce collège, s'il n'y a personne dans ce collège-là, ce pouvoir est donné à tel collège, toujours avec le même principe, sans pouvoir que ce collège bénéficiaire des droits de vote supplémentaires ne puisse dépasser les 50% des droits de vote. Je pense que j'ai répondu. Dites-moi juste oui. Merci. Bon. Voilà. La question, c'était aussi sur le principe. Est-ce que c'est prévu et est-ce que ça se passe bien, quoi? Je veux dire, s'il y a un collège qui apparaît en cours de route de la vie de la SIC, ça bouleverse pas tout, ou bien ça fait coincer le fonctionnement de la SIC. Mais donc, a priori, tout ça est bien prévu. Oui, il y a, entre guillemets, il y a jamais de surprise. Il n'y a pas un collège qui apparaît sorti de nulle part, entre guillemets. Les choses sont clairement définies, que la SIC n'acceptera que telle catégorie d'associés, je dis bien, que chaque catégorie d'associés, telle catégorie sera rattachée à tel collège, telle catégorie à tel collège, et voilà quoi. S'il y a quelqu'un qui arrive et qui rentre dans aucune case, bah, malheureusement, bah, elle rentrera dans aucune case. Il faudra qu'on modifie les statuts et la règle du jeu pour lui trouver une place, mais ça veut dire qu'on se posera la question ensemble des nouveaux équilibres qui sont à trouver. Ok, voilà. Merci. C'est une des particularités, parce que ce n'était pas le cas il y a 20 ans, mais c'est le cas aujourd'hui. Si demain vous allez sur Internet et que vous tapez statut SIC sur Internet, vous allez en trouver des statuts SIC. Vous allez aussi trouver des statuts SCOP. La particularité, c'est que ces statuts, dans nos entreprises coopératives, alors que rédiger les statuts d'une SCI ou d'une SARL lambda, c'est quand même relativement aisé. Voilà une des particularités de nos statuts, surtout des SIC, c'est qu'il faut véritablement avoir une connaissance des statuts pour mesurer tous les possibles et par expérience ne pas oublier de prévoir certaines situations. Voilà. Donc c'est une gymnastique. C'est vrai que la rédaction des statuts, ce point-là est un moment important. Parce qu'il faut trouver les équilibres, il faut trouver la bonne recette, il faut que chacun mette sur la table ce qu'il est venu chercher. Il y a bien souvent, moi, lorsqu'on a accompagné des SIC, des catégories de personnes qui sont autour de la table en disant non, nous, du pouvoir, on en veut, mais ce n'est pas ce qui nous anime. Donc, vous inquiétez pas, si on est dans un collège où est-ce qu'on a 10 ou 12% du pouvoir, ça nous va très bien. Et il y en a d'autres, bien souvent, les initiateurs, les fondateurs ont en tête qu'ils souhaitent avoir une maîtrise du projet et donc avoir un minimum de pouvoir dans l'entreprise. Et il faut trouver ces équilibres-là. Donc, c'est parfois très aisé, très simple, très rapide. Parfois, c'est un peu plus long parce qu'il faut trouver l'équilibre. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Si on a quelqu'un qui arrive en se disant bah, « moi, je vais être dans un collège, je vais être provocant. Mais si on a un président d'association qui dit ah ben moi l'association
elle va être dans telle catégorie, dans tel collège, et que ce collège est tout seul dans cette catégorie, et tout seul dans ce collège-là, et détenir 45% des droits de vote. Et moi, en tant que personne physique, je souhaite être dans telle catégorie et dans tel collège, et que tel collège détienne 15% des droits de vote. Autour de la table, personne ne sera dupe. Cette personne-là, directement et indirectement, aura 55% des droits de vote. Juridiquement possible, est-ce que les autres l'acceptent? Voilà. Est-ce que les autres l'acceptent? Est-ce que... et là, je ne peux pas vous répondre. Parfois oui, sans problème, parfois non. Et ça peut être un point de blocage. Voilà, c'est vrai que ce projet coopératif, il faudra trouver les équilibres au moment de la répartition des... Surtout à la création, au moment de la répartition des pouvoirs. Mais voilà, il ne faut pas en faire non plus un point. C'est quelque chose qui se fait, qui parfois prend un petit peu plus de temps que lorsqu'on n'a pas la question à se poser en disant bah, chacun va détenir une voix. Mais voilà, c'est aussi entendable qu'une catégorie qui apporte plus de capital et envie de plus de pouvoir. Voilà, c'est des équilibres à trouver. La répartition du résultat. C'est déjà bon signe dans nos sociétés coopératives, même si je vais vous dire après le contraire, on se pose la question de la répartition du résultat. En fait, cette question de la répartition du résultat, on se la pose réellement dans les scopes. Dans les scopes, il y a 3 possibilités d'affecter le résultat de la société. Une part en réserve. Mon document, je le lis, c'est pas la première fois que je le dis, que j'utilise ce slide-là et il est mal fait. Si je le faisais au PowerPoint et au paperboard et qu'on était ensemble en physique, je marquerais les réserves en haut. En deuxième, je mettrais la part travail et en dernier, je mettrais le capital. Une scope a avant tout un objectif, la pérennité de l'entreprise, donc la constitution de réserves qui sont impartageables. Deuxième objectif, la rémunération des personnes qui ont créé la richesse, donc la répartition d'une part du résultat aux salariés. Et enfin, éventuellement, la rémunération du capital. Alors vous avez entendu, le législateur est allé plus loin qu'au-delà de dire qu'on pourra donner une part du résultat en réserve, une part aux salariés en part travail et une part aux associés en capital. Le législateur a fixé des minimums. Le législateur a dit qu'on fixerait au minimum, qu'on affecterait au minimum 16% du résultat en réserve, impartageable. Qu'on affecterait au minimum 25% du résultat aux salariés en part travail. Et le législateur a ajouté non pas un minimum pour le capital, pour ce qu'on appelle les dividendes habituellement dans une société de capitaux. Les dividendes sont... Il n'y a pas de minimum, ça veut dire qu'on ne peut pas en verser, et ces dividendes sont plafonnés à la part qu'on a donnée aux salariés et à la part qu'on a laissée à l'entreprise en réserve. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais donner plus aux actionnaires que ce qu'on a donné aux salariés, que ce qu'on a laissé en réserve dans l'entreprise. Mathématiquement, ça veut dire que les dividendes sont plafonnés à 33% du résultat, mais si j'affecte 33% du résultat en dividendes, je dois affecter 33% du résultat aux salariés et 33% du résultat aux réserves. Voilà, une fois qu'on s'est dit ça, l'expérience nous montre que bon nombre d'entreprises coopératives partagent le résultat à 50% en réserve et 50% aux salariés en part travail. Voilà, 2 raisons à ça. Une qui découle de l'autre, c'est que bien souvent dans nos scopes, on a quand même une assez grande homogénéité entre la population des salariés et celle d'associés. C'est le cœur de nos entreprises scopes, des salariés associés. Et surtout, que fiscalement, il est bien plus intéressant lorsqu'on a de l'argent à donner à quelqu'un de le donner aux salariés que de le donner aux associés. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont salariées associées, il est bien plus intéressant fiscalement pour les personnes
de recevoir cet argent-là via leur casquette de salarié. Et il est bien plus intéressant pour l'entreprise d'affecter ces sommes-là et de donner ces sommes-là aux salariés qu'aux associés, même si c'est les mêmes personnes, parce qu'en termes de fiscalité, on ne payera pas d'impôt sur les sociétés. Voilà. Si j'avais une moyenne à prendre ou à donner au niveau national, alors ça bouge tous les ans selon les résultats consolidés que font nos entreprises coopératives, nos SCOP, mais on est à peu près à 42% des résultats au niveau national qui sont laissés aux réserves impartageables de l'entreprise, 42% qui sont laissés, 42, 41% normalement, 41% qui sont affectés aux salariés en part travail, et donc le reste, 17% si je ne me trompe pas, qui sont versés en dividendes de l'entreprise SCOP. Voilà. Rappelez-vous, tout à l'heure, quand je parlais des associés extérieurs, les autres, on a vu que ces associés extérieurs ne détiendront jamais le pouvoir parce qu'ils n'auront jamais plus de 35% des droits de vote, et on vient de se rendre compte qu'ils ne sont pas assurés d'avoir une rémunération de leur capital parce que la décision qui sera prise en Assemblée générale dans laquelle ils ne détiendront qu'au maximum 35% des droits de vote, cette décision qui est prise en Assemblée générale, eh ben, les associés salariés peuvent décider d'en mettre 50 en réserve et 50 en part travail et ils ne verront pas la couleur d'un euro. Voilà ce qui fait que et j'y reviens, ce qui fait que dans nos entreprises coopératives, on a peu d'associés extérieurs, et si on en a, ces associés extérieurs de nos scopes sont venus chercher ni pouvoir, ni rentabilité. Voilà. Pour les SIC, je vous ai fait une belle slide, là et là, on va venir dessus. Maintenant, on peut rentrer dans le détail. Moi, je serais tenté de dire, encore une fois, je vais commencer par la conclusion. Retenez que dans les SIC, on ne partage pas le résultat. Dans les SIC, quand on fait, rappelez-vous, quel est l'objectif premier de la SIC, c'est de mener à bien un projet. Et bien, dans une SIC, quand on fait du résultat, on place ce résultat en réserve impartageable. En gros, on le laisse dans l'entreprise et on ne le partage pas, parce que l'argent qui est gagné va servir au projet lui-même. Voilà. Dans une SIC, on est véritablement là peut-être un peu plus proche, même si on n'utilise pas les mêmes mots, que de la répartition du résultat dans une association. On ne le partage pas, on le garde dans l'association, on le garde dans la SIC, et ce dernier va servir à la réalisation du projet. Voilà. Alors, quand j'ai dit ça, ce n'est pas totalement vrai parce qu'on peut donner une rémunération au capital, des dividendes, mais les règles à respecter pour le versement sont pas complexes, mais elles sont draconiennes d'une part, et d'autre part, les intérêts versés sont limité, plafonné au taux moyen du rendement des obligations des sociétés privées, qui est un taux très faible aujourd'hui, ou même s'il avait tendance à remonter, mais la vérité, et je ne pense pas dire de bêtises, c'est qu'il y a un an, ce taux était même négatif, donc on ne pouvait pas verser d'intérêt aux dividendes. Enfin, voilà. Sur la répartition du résultat dans les scopes et dans les SIC, on retiendra que dans les scopes, on le partage entre les réserves de l'entreprise, les salariés et éventuellement les dividendes, et que ce sont les associés qui, chaque année, décident de comment on se répartit le résultat. Dans les SIC, on retiendra que dans les SIC, on retiendra que ce partage du résultat, il n'y en a pas. Le grand principe, c'est de dire que la très très grande majorité des excédents du résultat qui va être réalisé servira en réserve, il sera affecté en réserve impartageable et servira aux atteintes des objectifs et aux projets. Pas de questions? Pas dans le chat en tout cas. Si j'ai une question. Si, Anne vient de lever la main. Je me suis trompée, j'avais mis bravo au début. J'ai pas l'habitude d'utiliser Teams, c'est toujours Zoom. Oui, je voulais savoir, mais du coup, quel est l'intérêt de créer une SCIC, du coup, si on ne peut pas en être bénéficiaire en étant salarié?
Si c'est seulement pour le projet. Alors, la différence, c'est que, alors je suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais je vais essayer d'y répondre tout de même. La différence, c'est que la SIC, les porteurs du projet, les initiateurs du projet ne sont pas forcément les salariés. Les salariés dans une SIC sont une des composantes du projet, mais ne sont pas le cœur du projet. Voilà, donc l'intérêt de créer une SIC, ben, c'est bien souvent, c'est l'intérêt que l'on a ensemble de créer une société qui va mener à bien un projet. Ce projet, on va le mener de façon coopérative, on va le mener avec des principes d'équitabilité, de partage, mais voilà, je ne sais plus où je voulais en venir, j'ai perdu mon fil, mais je pense avoir répondu au moins en partie à votre question. C'est que, et j'ai même moi des SIC tout de même dont les initiateurs et les porteurs sont les salariés, mais le statut SIC répondait bien mieux à en termes d'esprit, de valeur, de but recherché, répondait bien mieux, le statut SIC répondait bien mieux à leurs envies que le statut SCOP. Célestin, je ne sais pas si tu connais, mais dans les bureaux de la BGE à Beauvais, on a une SIC qui est dans les mêmes locaux que vous, qui s'appelle Emploi. Aujourd'hui, la SIC compte 60 salariés. 60 salariés. Initialement, les initiateurs du projet étaient des salariés dont un est toujours présent, qui s'appelle Franck Menu, qui en est le dirigeant, mais le statut qui était le leur, enfin, ou du moins le projet qui était le leur et qui était supérieur, qui était véritablement le cœur de leur projet, qui était le projet qu'ils allaient, qui était vraiment, oula, j'ai eu du mal, je me suis embrouillé. Et l'objectif premier de leur projet était véritablement le projet, et le statut SIC répondait bien mieux à leurs attentes que le statut SCOP. Et ça veut dire que on peut être à la fois meneur du projet SIC et en même temps en être salarié? Oui. D'accord. C'est ce que je voulais savoir parce que oui. Voilà, donc les initiateurs sont bien évidemment bien souvent des personnes qui retrouvent un intérêt dans le projet, mais cet intérêt, est-ce que ce sont des personnes qui, in fine, vont se retrouver dans la catégorie des salariés? Est-ce que, in fine, ce sont des personnes qui vont se retrouver dans la catégorie des bénéficiaires, des usagers ou dans une autre catégorie? Voilà, c'est vrai, peut-être même que je devrais renverser que bien souvent quand même, le salarié ou les futurs salariés sont bien souvent associés dès l'origine au projet sans que ce soit une obligation, mais bien souvent les salariés ou les futurs salariés sont partie prenante et font partie des initiateurs du projet, sans que ce soit une obligation. Voilà. Et donc, du coup, les salaires sont déduits de la réserve impartageable, si j'ai bien compris? Ouh là là. Non. 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 Moi, je dirais que le salaire, je veux dire, le salarié a, quoi qu'il arrive, un contrat de travail. Voilà. Donc, le salaire sera le même versé tous les mois. C'est à la fin de l'année, une fois qu'il y aura répartition du résultat, que, en fonction des votes de l'Assemblée générale, une part plus ou moins importante sera versée aux salariés. Quand on dit qu'on va partager du résultat dans une SCOP ou que ce résultat va être affecté en réserve impartageable dans une SIC, on est bien d'accord que l'on parle du résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est l'addition de l'ensemble des charges que l'entreprise a eu à supporter tout au long de l'année, qui sont contrebalancées par l'ensemble des produits que l'entreprise a eu tout au long de les produits avant tout le chiffre d'affaires, mais ça peut être des subventions et d'autres. Et dans toutes les charges que l'entreprise a à supporter, il y a les contrats de travail et donc il y a les salaires. Les salaires sont quelque chose qui sont dus aux salariés.
quel que soit le résultat. Le résultat est bénéficiaire si l'ensemble des charges est inférieur au produit, et malheureusement, le résultat est déficitaire si les charges sont supérieures au produit. Mais dans ces charges-là, d'une façon ou d'une autre, il y a les salaires de l'entreprise, des salariés de l'entreprise, comme il y a les loyers des locaux, comme il va y avoir les assurances, comme il va y avoir plein d'autres choses. D'accord. Je comprends mieux, oui. Merci. Je continue. Je voudrais compléter par rapport à la question de Anne, l'intérêt des salariés d'être dans une SIC. C'est aussi le fait qu'il y ait 57,5% qui soient versés dans le réserve impartageable. Ça veut dire qu'ils ont la garantie de travailler dans une entreprise où on réinvestit dans l'outil de travail majoritairement le résultat, c'est-à-dire les bénéfices que fait l'entreprise. Ça sert principalement à consolider l'entreprise elle-même, donc ça garantit sa pérennité. Oui, et après, on parle des 57,5%, mais les autres, les 42,5%, là, les salariés, si la gouvernance a été bien réfléchie en amont, peuvent décider de se redistribuer l'autre part donc des 42,5% qui ne sont pas forcément réinvestis directement dans l'entreprise. C'est bien ça? J'ai une mauvaise nouvelle. Non, c'est pas ça. Alors, c'est pas ça. Pourquoi? C'est que en droit, normalement, lorsque l'entreprise fait du résultat, dans une entreprise de capitaux traditionnels, lorsqu'une entreprise fait du résultat, le législateur a prévu que deux choses, que deux moyens de se servir de ce résultat. Soit ce résultat est donné en dividende, donc c'est-à-dire la rémunération des actionnaires, soit ce résultat est laissé dans l'entreprise en réserve. La particularité d'une entreprise de droit commun, c'est que cette part de réserve, sauf une toute petite partie à la marge, les associés pourront le reprendre à tout moment en dividende. Voilà. Une fois qu'on s'est dit ça, dans une scope, le législateur a clairement prévu que la part des réserves, elle serait impartageable, c'est-à-dire que les associés ne pourront pas les reprendre, a clairement prévu qu'une partie du résultat pourrait être affectée aux salariés en part travail. Dans la SIC, ce n'est pas le cas. Dans la SIC, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on ne peut jongler en termes de répartition du résultat qu'entre deux choses, soit les réserves, soit les dividendes. Mais on a vu que les dividendes étaient très plafonnés et difficiles parce qu'il y avait des règles draconiennes à respecter. Donc, il n'y a que les réserves de possibles. Maintenant, pour être totalement honnête et transparent, dans les SIC qui font du résultat et qui ont envie de récompenser leurs salariés, on ne passe pas par la répartition du résultat, mais les SIC, lorsqu'elles ont connaissance qu'elles vont faire un résultat significatif, intéressant, et que la gouvernance a envie de récompenser les salariés qui sont là aussi les créateurs de la richesse, ils passent par des mécanismes bien plus traditionnels de primes ou de signature d'accords d'intéressement. Voilà, il y a des mécanismes qui existent en droit commun qui sont optimisés pour récompenser les salariés de la SIC si jamais résultat il y a. Voilà, vous voyez bien que là, c'est un schéma qui reprend la SIC, on voit bien marqué réserve, on voit bien marqué réserve statutaire, donc c'est toujours des réserves, je ne vais pas rentrer dans le détail, et qu'on a une autre partie qui s'appelle rémunération des parts sociales, qui peut atteindre 42,5% du résultat de l'entreprise de manière globale, mais qui est plafonnée au taux moyen du rendement des obligations privées, qui est très faible. Vous voyez bien que dans ce schéma-là, les salariés n'apparaissent pas dans la SIC. Donc, les salariés seront récompensés via des mécanismes de droit commun, participation, intéressement, prime exceptionnelle, prime de pouvoir d'achat qu'on appelle actuellement prime Macron ou autre, mais il n'y aura pas d'argent de flux ou du moins de récompense des salariés qui passeront par la répartition du résultat.
Voilà, c'est un peu plus technique. Enfin, j'espère que je vous ai pas perdu. Mais voilà. Suis-je à peu Personne n'est près clair? parti, Jérôme. Personne n'est Comment? parti. Personne n'est parti. Oui. Par contre, Anne a à nouveau une question. Oui. Oui, je voulais savoir si jamais on serait intéressé par créer une SCIC, par exemple, est-ce que dans le cadre du programme Starter, il pourrait y avoir un accompagnement un peu plus technique parce que personnellement, je m'y connais pas vraiment. Je suis prof d'histoire-géographie et de français à la base, donc il y a beaucoup de terminologies ici qui sont pour moi un peu étrangers. Pour répondre dans le cadre du programme Starter, nous, effectivement, on fait l'accompagnement classique lié à la création d'entreprise, mais c'est ce que je précisais au début. En fonction des sujets qui sont abordés, nous, on préfère relayer aux meilleurs interlocuteurs. Donc, en l'occurrence, sur les sujets des scopes et des SIC, Jérôme est tout indiqué pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, après, il suffit juste de s'arranger des rendez-vous et puis de voir si. De voir quelles sont vos questions et de voir effectivement si votre projet peut correspondre à une dynamique coopérative, un peu plus en détail. D'accord, merci. Oui, en effet, comme je le disais tout à l'heure, la particularité des statuts SCOP et des statuts SIC fait, alors je vais le dire en souriant, vous ne me voyez pas, hein, mais qui font que nous sommes quasiment des interlocuteurs incontournable. Tout en le disant, je rigole parce que c'est pas vrai. On détient en aucun cas les clés du statut, ni du statut SCOP, ni du statut SIC. La particularité, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que depuis l'origine, on travaille sur le statut SIC et on travaille également depuis encore plus longtemps sur le statut SCOP, donc on en connaît tous les tenants et les aboutissants. Donc c'est vrai qu'on accompagne 95%, je pense, des projets SCOP et des projets SIC du territoire des Hauts-de-France. Ça veut aussi dire qu'il y a 5% des projets que l'on n'accompagne pas. Mais voilà, donc oui, en complément et là, on va dire, en partenariat avec les acteurs de la création d'entreprises traditionnelles, dont, pour les citer, la BGE, bah nous, on intervient, alors que ce soit à 2, à 3, à 4, avec la BGE. Non, mais souvent, la BGE fait un travail et nous, après, on prend le relais lorsqu'il y a une idée coopérative. Mais voilà, bien évidemment qu'on accompagne les porteurs de projets qui ont une idée coopérative. Parce que, comme je l'ai dit, on n'aura que la certitude que le projet coopératif correspond, que le statut coopératif est le bon habit au projet qu'à la fin du processus d'accompagnement. Merci. Donc la création des scopes et des SIC, bien évidemment qu'au-delà de la création ex nihilo, la création ex nihilo, c'est quoi? La création ex nihilo, c'est la création à partir de rien. Je vais le dire comme ça, c'est la création de 2-3 personnes ou une personne, 2 personnes qui se rencontrent, qui disent bah tiens, on va créer une entreprise coopérative ou une entreprise tout court ensemble. C'est ce qu'on appelle la création ex nihilo parce qu'on part véritablement d'un terrain vierge où tout est à construire, même le chiffre d'affaires, même le métier, même enfin tout. La transformation de société ou d'association, alors c'est important parce qu'il est possible de muter, de transformer une association en coopérative, SCOP et SIC. C'est véritablement une règle dérogatoire qui nous a été donnée et autorisée par le législateur. Normalement, on ne peut pas transformer les associations en sociétés commerciales, mais on peut transformer une association en SCOP ou en SIC. Tout simplement, je pense que la chose qui a rendu possible cette opération, c'est que tout simplement nos réserves soient impartageables et que si l'association détient alors je ne sais plus les termes associatifs, mais détient des fonds, des réserves, on va le dire comme ça, et bien ces réserves-là, lorsque l'association va être transformée en société commerciale, ces fonds-là ne seront pas partageables parce que nos réserves sont impartageables. Bien évidemment, on peut aussi travailler à la transformation et à la transmission des entreprises que l'on dit saines.
Alors, vous voyez, les deux sont en gras. J'aurais dû rajouter la création ex nihilo en gras parce que ce soit la création ex nihilo, la transformation de sociétés ou d'associations et la transmission d'entreprises saines sont véritablement aujourd'hui les trois façons de créer des scopes et des cycles que l'on rencontre le plus souvent. On peut également faire des reprises à la barre du tribunal de commerce, c'est beaucoup plus compliqué. Et après, il y a d'autres formules qui sont aujourd'hui très peu usitées dans le mouvement coopératif. Voilà, donc on peut transformer une association en scope ou en SIC, on peut la créer ex nihilo et on peut faire une transmission, une reprise, une cession d'entreprise. Chose que je n'ai pas dit et qui apparaît pas dans le PowerPoint là, mais qui me vient à l'esprit, il faut avoir en tête que l'on peut créer une scope et une SIC dans tout domaine d'activité. À partir du moment où est-ce qu'on veut créer une entreprise, qu'on veut créer une structure juridique qui va avoir un chiffre d'affaires, eh ben, le statut coopératif, que ce soit la scope et la SIC, peut être créé. Voilà, peut être une des solutions qui est envisageable. Il faut avoir tout simplement en tête qu'il y a quelques cas et aujourd'hui qui se réduisent considérablement où est-ce qu'on ne peut pas créer de scope et de SIC. Historiquement, on avait les métiers à ordre. Donc, je vais parler de l'ordre, enfin, les architectes, les pharmaciens, les experts comptables. Voilà, j'en ai cité 3, sachant qu'aujourd'hui, on crée de nombreuses scopes et SIC d'architectes. On va sûrement créer notre première scope ou SIC. Là, j'ai un doute, c'est pas moi qui accompagne le projet d'experts comptables dans les Hauts-de-France dans les prochaines semaines. Voilà, après, il y a des ordres, parce que les ordres, bien souvent, ont des principes qui sont en confrontation avec les principes coopératifs. Est-ce que nous, un de nos principes, c'est que on va amener chacun à devenir copropriétaire, coactionnaire, coacteur de l'entreprise. Et bien souvent, dans les entreprises, dans les métiers, ou du moins les métiers à ordre, ne peuvent être actionnaires que les sachants. C'est-à-dire que bien souvent, dans les sociétés civiles professionnelles d'avocats, seuls les avocats peuvent être les propriétaires et les actionnaires de l'entreprise. Bien souvent, la même chose dans les experts comptables. Donc, ça demande des ajustements avec ces ordres-là, mais sinon, dès qu'il y a un projet économique, on peut créer une scope et une SIC. Voilà. Tout à l'heure, j'entendais des gens ou des personnes qui étaient là ce matin qui avaient des projets tiers-lieux. C'est pas moi qui suis, entre guillemets, spécialisé dans la création des tiers-lieux, mais je sais qu'on a déjà accompagné 2 ou 3 ou 4 projets de tiers-lieux sous forme de SIC, bien souvent, mais ça peut être pareil, sous forme de scope, mais sous forme de SIC dans la dernière année, là, dans les 12 derniers mois, ou du moins on va dire en 2021, l'année se termine, on a eu plusieurs projets de tiers-lieux qu'on a accompagnés, alors qui ont été transformés, créés en SIC, ou qui n'ont pas vu le jour pour X ou Y raison, je ne me les demandais pas, je n'ai pas les raisons. Mais voilà, on peut véritablement tout faire, toute activité peut être portée par une scope ou une SIC. J'aime bien quand même montrer cette slide-là parce que ça va être quasiment pour moi terminé. C'est que, vous l'avez compris quand même, nos entreprises coopératives, qu'elles soient scope ou qu'elles soient SIC, sont des sociétés commerciales et toute société commerciale, maintenant je ne devrais pas le dire comme ça parce que pour moi c'est vrai aussi pour les associations. Tout projet économique repose donc sur un modèle économique. Et bien souvent, nous, lorsqu'on réalise un accompagnement, lorsqu'on réalise l'accompagnement de porteurs de projets, notre porte d'entrée, c'est bien évidemment une des premières étapes, c'est la validation du projet économique et du modèle économique. Voilà, c'est notre porte d'entrée parce que ce modèle économique, la réalité économique et financière du projet vont nous permettre, avec les porteurs de projets, de balayer l'ensemble des items de l'entreprise, que ce soit son organisation fonctionnelle, que ce soit sa gouvernance, que ce soit l'organisation du pouvoir. Enfin voilà. Et nous avons une entrée qui est avant tout économique parce que nous considérons que tous nos projets,
tous vos projets sont avant tout des projets économiques. L'économie doit être au cœur de nos projets, même si on ne l'entend pas au même sens parfois que le sens qui est donné dans les entreprises de capitaux traditionnelles. Voilà, donc vous aurez ces quelques chiffres, hein, mais c'est pas bien intéressant, même si là, je peux pas passer et dire au moment où je passe sur ce slide-là, c'est pas bien intéressant. C'est que le mouvement coopératif a développé des outils financiers propres. On a créé, on va dire, notre partenaire bancaire, enfin pas partenaire bancaire, notre partenaire financier, c'est-à-dire qui apporte des prêts participatifs, des prêts auprès de nos entreprises coopératives. Voilà, c'est une des forces du mouvement coopératif. Voilà, je reste à votre entière disposition. Apparemment, il y a des personnes qui attendent dans la salle d'attente. Qui vient d'arriver à l'instant. Ça tombe bien, donc la personne qui arrive, je lui présente donc mes coordonnées. C'est ça. Non, voilà, donc n'hésitez pas, que ce soit la BGE, alors j'ai peur parce qu'il me manque le prénom d'une des collègues de Célestin, que ce soit Célestin, Hélène ou Anne-Marie. Je te laisse. Non, c'est Marie-Laure. Marie-Laure. J'avais bon quand même presque, hein, ouais, que ce soit Marie-Laure, Célestin ou Hélène, qui aujourd'hui, si vous êtes là aujourd'hui, sont vos contacts. N'hésitez pas à leur reparler de ce statut coopératif. Ils ont déjà assisté à plus d'un des séminaires, ou du moins webinaires, donc ils connaissent quand même s'ils disent qu'ils connaissent pas, ils connaissent quand même assez bien les contours des projets coopératifs. Et bien évidemment, l'Union régionale est à votre disposition pour tout accompagnement. À partir du moment où est-ce que vous avez l'idée coopérative. Voilà, donc je vais enlever ce partage d'écran, ça va me permettre de vous revoir en partie. Et donc, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, c'est vrai que on passe 2 heures là et on balaye quelque chose qui mérite très sincèrement d'y passer 2 jours ou 3 jours pour avoir le temps de véritablement échanger des tenants, des aboutissants, des enjeux qu'il y a derrière. Donc ça peut paraître compliqué, ça ne l'est pas, entre guillemets. Enfin, je ne pense pas que ça le soit beaucoup plus que de créer une entreprise de capitaux traditionnels. Voilà, créer une entreprise coopérative, c'est pas plus dur que de créer une entreprise à partir du moment où est-ce qu'on est animé par des valeurs de partage, d'équitabilité. Voilà, si on avait 2 mots à retenir, et de démocratie. Même si la démocratie, vous l'avez bien compris, dans la SIC peut être organisée. Merci beaucoup, Jérôme. Donc là, effectivement, nous allons passer à la séance de questions-réponses. Ce que je vous propose, c'est qu'on arrête à 11h30. Donc voilà, il nous reste 14 minutes. Donc si vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à poser la question directement. Il y a une première question que je vois du coup concernant l'accompagnement de l'URSSCOP est payant. Oui. Une fois que j'ai dit ça, je vais quand même apporter quelques précisions. L'Union régionale a trois sources de financement. Une première qui est liée aux cotisations de nos adhérents, c'est-à-dire que les SCOP et les SIC adhèrent au mouvement coopératif. Nous sommes des associations, donc comme toute association, il y a une cotisation qui est prévue. On a une deuxième ressource qui est une subvention, une dotation du Conseil régional Hauts-de-France, qui est avant tout fléchée sur la création d'entreprises et l'accompagnement des jeunes entreprises coopératives. Donc, une fois que j'ai dit ça, vous pourriez vous dire « Ah ben chouette, c'est gratuit ». Non, il y a une partie de l'accompagnement qui reste payant, tout simplement. C'est qu'il y a certaines parties de nos métiers où est-ce qu'on est en plein sur le champ concurrentiel. Par exemple, lorsqu'on se colle à la rédaction des statuts et tout l'ensemble des documents juridiques liés à la création d'une entreprise,
je vais le dire avec mes mots, alors je vais être vulgaire, je m'en excuse par avance, on bouffe dans la gamelle des notaires et des avocats, et ces derniers pourraient nous enquiquiner et nous embêter parce qu'ils pourraient considérer que l'on fait ça et qu'on fait ça de façon déloyale parce qu'on perçoit des dotations des collectivités publiques et notamment du conseil régional. Donc lorsqu'on est c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'à partir du moment où est-ce qu'on réalise des actes juridiques, on est obligé d'être assuré parce que si demain on vous dit des conneries et qu'on vous fait écrire des conneries et que ces conneries venaient avoir des conséquences financières pour vous, vous pourriez vous retourner vers nous. Et nous, pour ça, il faut qu'on soit assuré. Pour être assuré, il faut qu'on soit dans le cadre de prestations. Cependant, n'ayez pas peur. Cet accompagnement de principe, c'est que cet accompagnement n'est facturé qu'à l'entreprise coopérative si elle voit le jour. C'est-à-dire que tout porteur de projet individuel, surtout quand les projets sont totalement individuels, on ne facture bien évidemment entre guillemets qu'à la réussite, que si l'entreprise coopérative voit le jour. On ne facture jamais quoi que ce soit aux personnes à titre privé si jamais le projet ne voit pas le jour. Premier principe, à ce principe-là, j'y apporterai une exception. Moi, je me rappelle historiquement d'avoir travaillé sur Danone à Dunkerque ou à Calais, qui voulait fermer une usine de production et qui voulait qu'on se penche sur la reprise d'une partie de l'activité sous forme coopérative. Le projet n'a pas vu le jour, mais on a émis une facture à l'attention de Danone, considérant que Danone avait les moyens de les payer. Voilà. Voilà. Et deuxième principe, c'est que comme on perçoit des dotations des collectivités territoriales, on ne facture pas comme dans certains autres corps de métier à la minute passée. Bien souvent, on facture une journée et demie, 2 jours, selon les projets. Difficile pour moi de vous dire si sur tel projet je vais passer tant de temps, sur tel projet je vais passer tant de temps. Ça dépend véritablement des projets, des porteurs de projets, des compétences qui sont autour de la table dans le projet. Voilà, donc c'est véritablement varié d'un projet à l'autre, mais c'est bien évidemment un point qu'on aborde en toute transparence avec vous au fur et à mesure de l'accompagnement et dès le départ pour vous dire bon, voilà, on s'oriente là par rapport au temps qu'on a déjà passé. Mais si j'ose dire, si on passe 4-5 jours, on va facturer une journée et demie. Sauf qu'en 4-5 jours, on fait déjà du boulot. Hein. C'est pas des journées de 4 heures, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai ouvert le chat, donc je vois les questions en direct. Elle vient d'apparaître à l'instant. À quel stade d'avancement du projet est-il pertinent de vous faire appel ? Moi, j'ai toujours en tête une image qui est maladroite. Moi, je ne sais pas travailler sur des embryons. Je ne sais pas travailler sur des projets qui n'existent pas encore réellement. On a besoin, comme je vous l'ai dit, on va avoir une entrée dans le projet qui est économique. Donc, à partir de là, je vais vous dire que lors des premières réunions, je vais vous poser beaucoup de questions et vous devez avoir des réponses. Si vous vous dites, ah ben tiens, j'ai pas de réponse, moi, je m'est déjà arrivé de rencontrer des porteurs de projets et ils m'ont dit, ah oui, ben, j'ai envie de créer une entreprise, mais je sais pas bien encore dans quel métier, quoi. Peut-être que je vais être boulanger, peut-être que je vais être maçon, peut-être, et ben moi, ça, je sais pas faire. Moi, je sais pas faire. On accompagne des projets qui ont, même s'ils ne sont pas encore formalisés, dont les contours existent déjà. Vous connaissez déjà votre métier, vous connaissez déjà votre cible de chiffre d'affaires, vous avez déjà une idée des forces productives qui vont être nécessaires de rassembler autour du projet. Voilà. Les embryons. Je ne sais pas travailler sur un embryon de projet parce que moi j'ai beaucoup de questions et j'ai peu de réponses au départ. C'est là où est-ce qu'on est, je vais dire où est-ce qu'on est fort, c'est qu'on sait poser les questions. Moi j'attends de vous des réponses. J'ai aucune réponse à vous apporter. D'un point de vue économique, d'un point de vue juridique, c'est pas vrai. Je mesure ce que je viens de dire parce que d'un point de vue juridique, on a le recul et la connaissance du statut. Où est-ce que là, on aura des réponses à vous apporter. Mais d'un point de vue, voilà, comme on a une entrée économique du projet, on a avant tout des questions à vous poser.
moi, sur ce sujet-là, j'aurais jamais de réponse parce qu'on a quand même un fil conducteur qui est, ça, c'est votre projet, ça sera jamais le nôtre. Donc moi, une question à laquelle vous n'avez pas de réponse, eh ben, faudra la chercher, même si on vous accompagnera hein, pour trouver parfois des réponses qui sont pas simples, mais c'est vous qui devez apporter les réponses et qui devez fixer avec précision les contours de votre projet. Voilà. Moi, une question est voilà une question toute simple. Si demain on aborde la question de la rémunération des personnels et que vous me dites ah ben je sais pas, vous en pensez quoi? Moi, j'en pense rien. Moi, j'en pense rien. C'est à vous d'avoir une idée des rémunérations. Si jamais il y a des initiateurs et des porteurs de projets qui seront demain salariés, bah, c'est à eux qu'il faut poser la question. C'est le projet économique qui nous apportera une réponse sur les rémunérations ou du moins sur les charges que le projet est en capacité de supporter. Voilà. Voilà à quel stade il est pertinent de se rapprocher de nous. C'est quand les contours du projet existent, même s'ils ne sont pas encore formalisés. Maintenant, on va vous demander de les formaliser assez rapidement. Voilà. Ouais, je réfléchissais à comment je pouvais éventuellement compléter la réponse, mais tu l'as très bien précisé, Jérôme, c'est-à-dire que nous, VGE Picardie, on est là pour accompagner les balbutiements du projet et affiner les contours. Et effectivement, quand on est à une phase où potentiellement le business plan est plus ou moins complété, en tout cas bien déterminé, effectivement, c'est le moment où on va réorienter vers d'autres acteurs. Donc, si vous êtes sur un sujet de coopérative, Jérôme Jansoni va être tout indiqué si les contours sont bien déterminés. Il va en être de même sur les aspects de financement. Voilà, si votre modèle économique est plus ou moins écrit, et ben c'est à ce moment-là où vous allez commencer à vouloir faire de la levée de fonds. Et donc, dans ce cas-là, bah, on vous réorientera vers les bons interlocuteurs. Mais effectivement, en tout début de projet, l'intérêt n'est pas forcément pertinent. C'est vrai que vous vous rapprochez de nous avec une architecture de business plan si vous avez eu la chance d'être accompagné par la BGE, mais c'est vrai qu'on a des porteurs de projets qui se rapprochent de nous, qui n'ont pas encore leur business plan. C'est pas un postulat nécessaire au départ, mais voilà. Et si l'architecture est déjà, vous savez, donc j'accompagne régulièrement des projets du bâtiment. Et si on attend des porteurs de projets de 2-3 personnes qui aient leur business plan pour pouvoir dire on va vous recevoir, on les reçoit jamais. Voilà, mais ils ont leur projet en tête, ils savent qu'à 3, ils sont en capacité de faire ça, qu'ils vont plutôt leur point fort, c'est tel type de prestations, parce qu'ils sont plus chaud-sophagistes, ils sont plutôt maçons, ils sont plutôt voilà, et à partir de là, on arrive à les aider à construire. Mais ils ont déjà, même s'ils ne s'en rendent pas compte, ils ont déjà le contour du projet dans leur tête. Oui, puis c'est très très dépendant des porteurs de projets. Il y en a qui vont prendre des années pour réussir à formaliser un projet, donc effectivement, orienter vers d'autres partenaires, ce ne sera pas forcément cohérent. Par contre, effectivement, comme tu le mets en avant, il y a des gens qui vont être moins à l'aise à l'écrit et qui, par contre, vont avancer très vite, et dans ce cas-là, oui. Mais voilà, on a tous notre rôle à jouer dans le cheminement et dans l'accompagnement de l'entrepreneur, à un moment ou à un autre. Et voilà, je pense que BGE Picardie a peut-être, comme tous les acteurs de l'accompagnement, ont peut-être un peu plus de feeling quant à l'avancement des projets et on sait à peu près quand et à quel moment et sur quels critères orienter les gens. À force, ça se sent. Ça se sent si les porteurs de projets vont réussir à aller plus ou moins loin et aller jusqu'à la réussite totale de leur idée initiale. Oui, Alors, mais même, voilà, sans que ce soit du fait des porteurs, des fois, c'est les projets qui ont un temps de développement supérieur. Il n'y a aucune règle en termes de gestation du projet, quoi. Nous, on a des projets qui voient le jour en 2 mois, 2 mois et demi. Moins, faut pas y compter. Si on arrive à accompagner des porteurs de projets à la création en moins de 2 mois, si vous me dites on n'a pas besoin d'aller chercher de l'argent auprès des partenaires bancaires, enfin voilà, si vous dites ah bah tiens il faut 50 000 euros, bah, c'est pas gênant, on les a déjà. Moi ces porteurs de projets-là, je les ai jamais rencontrés. Donc il faut au minimum 2 mois. Il faut au minimum 2 mois, 2 mois et demi, et après, des fois, on récupère des fruits où on concrétise des projets on a semé une petite graine 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans avant. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. ouais, J'espère avoir. il y en avait juste 2 questions supplémentaires, et puis après, effectivement, on va arrêter après ces 2 questions. Il y a Anne qui nous demandait si un local était obligatoire pour une SCOP ou une SIC. Clairement, non.
Non, si voilà, sur certaines activités de scope vont être principalement des activités intellectuelles et on peut faire du télétravail permanent, théoriquement, ça pose des difficultés. Moi, Sur des j'ai une missions de scope consultant, sur Amiens qui est une scope de consultant parce que le siège social est fixé au domicile de gérant depuis, depuis 10 ans. La seule contrainte est juridique, c'est que si tu es propriétaire de ton logement, tu fais ce que tu veux. Si tu en es locataire, il faut que ton bailleur accepte que tu fixes le siège social d'une activité Mhm. commerciale à cet endroit-là. Mhm. Voilà, la réponse est simplement juridique, mais pas si l'activité ne nécessite pas, comme le disait Célestin, pas nécessité d'avoir un bâtiment, un lieu, un local. Mais il faudra un siège social, on est Mais il d'accord. faudra domicilier l'entreprise administrativement quelque part. Mhm. Et donc, dernière question, nous avons Julien. Pouvez-vous aider à faire de la médiation pour convaincre des partenaires d'intégrer une SIC? Ça, je te laisse Non, répondre. non, alors, je dis non. Nous, on peut intervenir si vous le sollicitez dans des réunions d'information, de présentation du statut cible pour éventuellement lever les freins ou lever les freins si jamais certaines personnes ont du mal à adhérer au projet par peur, par non-maîtrise, par non-connaissance. Maintenant, je ne suis pas un commercial ni de votre projet, ni du statut SIC, ni du statut SCOP. Donc, je ne peux pas être un médiateur pour, dans le sens, convaincre les personnes. On peut intervenir pour leur présenter les contours, pour les rassurer, pour répondre à leurs questions, pour tout ça, mais je ne sais pas ce qui se cache derrière votre question, mais ce n'est pas moi qui vais c'est au contraire le boulot des porteurs de projets de se créer le collectif des personnes qui vont être autour du projet. Alors, je vois, Julien, que vous Ouais, avez je répondu. réagis Ouais. au micro plus rapidement que à Ouais. l'écrit. Oui, bien sûr, ma question était mal posée. C'était pas convaincre, mais plus lever les freins. C'est-à-dire que moi-même, en tant que porteur de projet, j'ai du mal des fois à bien expliquer quel serait l'intérêt pour ses partenaires d'intégrer une SIC. Donc voilà, ok. Merci pour la réponse. Voilà. Donc ça, c'est possible. Oui, et puis on sait par exemple, notamment vis-à-vis des collectivités, voilà, il faut quand même être spécialiste du droit public pour pouvoir répondre aux tenants et aux aboutissants pour une SIC, pour une collectivité de rejoindre une SIC. Donc très clairement, voilà, Jérôme peut donner des bribes d'informations, mais il sera incapable de donner l'entièreté des réponses en ce qui concerne l'intégration d'une collectivité dans une SIC. Il y a d'autres Oui, spécialistes. surtout que sur ce sujet-là, les années passent et les choses sont quand même de plus en plus simples. Il y a 15 ans ou 17 ans, expliquer à un service juridique d'une ville significative qu'il pouvait prendre des parts sociales dans une société commerciale, on avait des levées, vous dites n'importe quoi. Là, au bout de 20 ans maintenant d'existence du statut SIC, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire comprendre et à faire accepter par... Parfois, les élus ont la volonté politique. C'était les services juridiques ou les services Mhm. techniques qui freinaient des cas de fer en disant n'importe quoi. C'est pas possible. Voilà, aujourd'hui, d'un point de vue des collectivités territoriales, lorsque les élus en ont la volonté, les services techniques, juridiques, bien souvent, les freins, on a tous les arguments pour les faire sauter, parce que de toute façon, on a le droit de notre côté. Voilà, il est 11h31. Bah, merci à tout le monde. Merci à Jérôme. J'espère que Jérôme a su répondre à vos questions. Quoi qu'il arrive, on est dans une démarche partenariale au long cours. Donc, c'est pas parce qu'on a fait un webinaire aujourd'hui que la démarche s'arrête pour autant. Donc, vous avez nos coordonnées BGE Picardie, vous avez les coordonnées de Jérôme. L'objectif premier, ça reste d'avancer sur vos projets respectifs. Donc, on va y arriver quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si Jérôme, tu as quelque chose à rajouter pour le mot de la fin. Je te Non, laisse le mot de la fin. merci. Donc, je vais aller exactement dans le même sens que toi. Comme Célestin vous l'a dit, vous avez nos coordonnées. Vous allez recevoir le PowerPoint que je vous ai présenté. Et vous avez vu que le dernier slide, il y a mon mail et mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à m'appeler en direct. Maintenant, le téléphone, il faut tenter sa chance. Maintenant, je ne suis pas toujours disponible. Mais un petit mail pour dire, bah, tiens, j'ai besoin ou j'ai une question, j'aimerais échanger avec vous. Vous m'envoyez un petit mail, on se cale une date ou un moment dans la journée pour s'appeler, et comme ça, j'essaierai de répondre à vos questions. Voilà, à votre disposition. Merci beaucoup. Et donc, je vais vous souhaiter à toutes et tous une très bonne journée et vous dire à bientôt.
Au revoir. Au revoir à tous.